Bonjour à tous, ici présents ou à distance, connectés sur Teams. Je vous souhaite la bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de développement et de collaboration de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, je suis responsable du Hub et je suis ravie de vous retrouver auprès d'Isabelle Bonneau-Join de la Direction de l'investissement pour ce 9e atelier du réseau national des foncières de redynamisation. Ce réseau a été lancé en juillet 2021 avec la Fédération des EPL pour accompagner la création et le déploiement des foncières de redynamisation et compléter ainsi les aides et l'accompagnement apportés par la Banque des Territoires. La séance de travail d'aujourd'hui portera plus spécifiquement sur le modèle de foncière par acquisition de locaux neufs et permettra de faire un focus sur la chaîne de valeur dans la mise en œuvre d'une foncière. Alors, donner des clés pour concrétiser les projets territoriaux, faire dialoguer acteurs publics et acteurs privés, c'est la vocation du Hub des Territoires. Ce dispositif nous permet de rassembler, comme aujourd'hui, à travers des événements, des ateliers, des résidences, un écosystème large, des collectivités, des entreprises publiques locales, des partenaires, des acteurs aussi bien publics que privés, pour accompagner les transitions dans les territoires. La programmation du Hub, elle est riche et variée. Depuis bientôt 2 ans, ce sont plus de 150 événements qui ont été organisés. Ils ont réuni en tout plus de 8000 participants en présentiel et en ligne et ont permis à plus de 800 intervenants d'aborder différemment les thématiques cruciales des territoires. Pour ne rien manquer de notre actualité, ça c'est la petite page de pub, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter. Vous trouverez le lien sur la page internet du Hub ainsi que dans le chat. Vous pouvez aussi retrouver sur les pages du Hub des Territoires, sur le site de la Banque des Territoires, le replay des événements publics que nous avons organisés ici depuis 2 ans. Vous pourrez y retrouver l'ensemble des ateliers qu'on a déjà organisés, les 8 premiers ateliers du réseau national des foncières de redynamisation. Alors, du côté du Hub, je voulais aussi vous faire part d'une information. Nous organisons les 2 ans du dispositif le jeudi 29 juin à 18 h. N'hésitez pas à le noter dans vos agendas. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Voilà, je laisse la parole à Isabelle pour vous donner des éléments un peu plus contextualisés sur cet après-midi. Merci beaucoup Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver cet après-midi. Je salue Olivier Tubiana qui interviendra à la 2e table ronde et qui représente aujourd'hui en présentiel la Fédération. Merci de votre fidélité. Vous êtes presque 250 aujourd'hui inscrits et ça dure depuis bientôt 2 ans. En tout, c'est plus de 2500 participants à nos échanges. Donc ça montre aussi votre intérêt sur le contenu qui vous est proposé. Et aujourd'hui, pour être fidèle à notre tradition, on va rentrer de nouveau à l'occasion de 2 tables rondes sur des modules opérationnels. Un premier, où on aura la chance à la fois d'aller en Bretagne et en Île-de-France pour bénéficier du retour d'expérience de Territoire Rennes et de Vallée Sud Développement, sur un modèle qui, je n'en doute pas, vous intéressera. En tout cas, vous serez nombreux à tirer l'oreille parce que vous verrez que c'est malin et ça fonctionne. Et puis une 2e table ronde sur les compétences utiles dans une foncière de redynamisation. Et avec l'intervention de notamment l'ASSAT qui a préparé une petite note qui permettra de faire un tour et de balayer l'ensemble des compétences qui sont nécessaires. On pourra bénéficier du retour d'expérience de la CERM à Montpellier sur effectivement la manière dont ils se sont développés pour mettre en œuvre l'ensemble de leur activité au sein de leur foncière. Voilà. N'hésitez pas à réagir. Ces ateliers sont d'autant plus dynamiques, interactifs que vous y participez. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou à réagir dans la salle. Vous êtes presque un peu plus d'une vingtaine cet après-midi en présentiel. Un grand merci à chacun des intervenants qui se sont mobilisés. Aujourd'hui, tout le monde est en présentiel, donc merci beaucoup. Un grand merci aussi à l'équipe du Hub qui nous accueille. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Un grand merci à toute l'équipe qui prépare en amont, fédération, mais aussi équipe de la Banque des Territoires. Et je salue aussi l'équipe de l'ASSET. Qui prépare aussi ces différentes tables rondes. Et puis, vous donner rendez-vous d'ores et déjà sur les prochaines échéances, comme l'a fait Anne-Sophie sur les temps forts du Hub,
2 prochains temps forts à noter dans vos tablettes et le 10e atelier du réseau national. Prochain temps fort qui va concerner les EPL, c'est le 7 juin prochain en partenariat avec l'AFD, la Fédération des EPL. On organise une séquence sur la coopération internationale et le rôle que peut jouer l'économie mixte au service des collectivités locales pour aussi apporter des solutions et développer cette coopération. Le 22 juin prochain, un atelier qui nous tient à cœur et qui sera le premier d'une série qu'on va ouvrir sur EPL et santé, ou comment l'économie mixte aide aussi à apporter des réponses en matière de santé dans les territoires. Et l'atelier du 22 juin prochain permettra de faire un focus sur les maisons de santé pluriprofessionnelles. On a déjà fait dans le cadre de ce réseau national une table ronde sur les maisons de santé et il y a de nombreux exemples qui se multiplient dans les territoires de la manière dont les EPL trouvent des solutions. Et donc ça nous permettra de faire ce focus le 22 juin prochain. Et puis le 10e atelier du réseau national des foncières de redynamisation aura lieu le 26 septembre prochain. Donc là aussi, n'hésitez pas à prendre date, à bloquer vos agendas. Ce sera comme d'habitude à 14 h. Et voilà, et sans plus tarder, moi je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec une première table ronde. Et j'appelle à la fois Marie-Yvonne Lahaye, qui est secrétaire générale de Territoire Rennes, et Nelly Pinault, qui est directrice de Vallée Sud Développement. Il ne vous aura pas échappé qu'on commence avec une table ronde 100% féminine, et moi ça me ravit. Voilà. Merci toutes les deux d'être venues, d'avoir fait le déplacement, je le redis. C'est toujours plus agréable pour tout le monde, en fait, d'avoir des interlocuteurs en présentiel. Après, on s'adapte, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On gère avec les contraintes des uns et des autres, mais c'est vrai que quand on a la chance d'avoir des intervenants en présentiel, on apprécie d'autant plus. Donc, merci toutes les deux de votre mobilisation. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet. D'abord avec vous, Marie-Yvonne. Vous allez pouvoir nous parler de Territoire Rennes, nous parler de la SEM, mais du groupe, peut-être plus globalement, et puis après de faire un focus sur votre foncière, votre filiale, qui a développé une manière d'intervenir, voilà, qui va, comme je le disais tout à l'heure, certainement intéresser de nombreux participants. Merci Isabelle. Je voulais peut-être déjà commencer par préciser que territoire à Rennes, on n'intervient pas dans le cadre d'Action Cœur de Ville. Donc peut-être que la présentation va être un peu décalée par rapport à ces actions Cœur de Ville. Mais en tout cas, je pense que sur le plan opérationnel, il existe de grandes similitudes avec nos interventions à Rennes. Un peu d'histoire sur qui nous sommes, Territoire à Rennes. Donc une histoire un peu ancienne puisque la SEM, elle remonte à 1957 et que depuis plus de 60 ans, nous intervenons d'abord pour la ville de Rennes et puis au fil du temps pour l'agglomération de Rennes et ensuite la métropole de Rennes. En 2010, aux côtés de la SEM Territoire et Développement, une SPLA a été créée, Territoire Public, pour intervenir de gré à gré auprès des collectivités notamment, et puis pour la mutualisation des moyens, un GIE a été créé à cette même date en 2010. Depuis 2010 en 2013, de création, une nouvelle SPLA qui s'appelle la SPLA Via Silva, qui est créée spécialement pour un grand projet à l'est de la métropole entre Rennes et Cesson-Sévigné. Et puis une SAS, un territoire et perspective, pour intervenir notamment sur du portage économique. Enfin, le dernier né, c'est un groupement d'employeurs pour, au sein de toutes ces EPL, de mettre en commun non seulement les moyens généraux dans le cadre d'un GIE, mais également le personnel, donc dans le cadre de ce groupement d'employeurs. Donc voilà aujourd'hui notre structuration avec les deux SPLA, la SPLA Territoire Public qui intervient aujourd'hui pour 14 communes dont Rennes sur la métropole, la SPLA Via Silva pour le grand projet, la SEM Territoire et Développement qui détient une participation dans la SAS Territoire et Perspective et qui elle-même intervient, mais je vais y revenir,
dans le cadre de prise de participation au sein des SCI. Et puis le groupement d'employeurs et le GIE en mutualisation de moyens. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de 71 personnes. Ça représente un chiffre d'affaires, un produit d'exploitation, rémunération sur opérations en concession d'environ 8 millions d'euros. C'est 55 opérations d'aménagement et une activité essentiellement aménagement, mais dans beaucoup de composantes aménagement et notamment des interventions sur le commerce. Donc, 4 types d'interventions au sein de territoire que j'ai regroupées. La première étant une opération tout à fait particulière, qui est l'opération Rennes Centre Ancien, qui est une opération de requalification du centre historique de Rennes, qui a été initiée en 2011 et dans lequel nous intervenons également sur les pieds d'immeubles au niveau des commerces. Les deuxièmes interventions sont des interventions dans les quartiers, dans des polarités commerciales, en quartier politique de la ville, quartier NPNRU, avec une opération qui aujourd'hui remonte à 2015 et des opérations plus récentes. Troisième intervention, des interventions sur des polarités commerciales dans des quartiers, des nouveaux quartiers, je vais dire quartiers en émergence, autour du centre-ville de Rennes, et puis quelques commerces en diffus, et je finirai par une problématique aujourd'hui que nous abordons dans le cadre de ces commerces en diffus. Donc d'abord la présentation de Rennes, la concession Rennes Centre Ancien. Donc c'est une opération qui a débuté en 2011 suite à un rapport un peu terrible que la ville avait lancé et qui faisait le constat de 600 immeubles à rénover, notamment par d'une structure de bâti très fragile et des dysfonctionnements à tous les niveaux en matière patrimoniale. Donc la ville a pris ce sujet à bras-le-corps dès 2011 et a confié à Territoire Public une opération qu'on qualifie aujourd'hui de boîte à outils, avec une dimension, on va dire un volet incitatif, d'animation d'OPA et rue, et des volets coercitifs de type opération de restauration immobilière, avec aujourd'hui 4 DUP qui représentent environ 50 immeubles. Donc, de 2011 à 2016, Territoire Public est intervenu essentiellement sur le bâti, grosse problématique de copropriété, de décisions difficiles à prendre en copropriété, et notamment des décisions difficiles à prendre parce que les problématiques du commerce ne sont pas forcément celles du logement, et que dès 2016, on a rajouté à cette boîte à outils une intervention sur le commerce. Donc cette intervention, elle faisait suite à des constats de dysfonctionnement, des commerces qui se souciaient assez peu des normes RP ou des règlements d'urbanisme, qui fonctionnaient très bien du reste, parce qu'il y a sur la ville de Rennes une dynamique commerciale, notamment dans le centre historique, qui est une chance. Bon, parfois, ça l'est un peu moins quand il y a une mono-activité comme... Ceux qui connaissent un peu Rennes connaissent la rue de la Soif, donc ça fait partie effectivement d'une intervention prioritaire de l'opération Rennes Centre Ancien. Donc c'était aussi une intervention d'abord nécessitée par le fait de prendre des décisions au sein des copropriétés, les commerces faisant partie des copropriétés. Et puis, c'était permettre de remettre sur le marché des locaux commerciaux réhabilités dans de bonnes conditions de commercialité, puisque on souhaitait maîtriser les destinations des immeubles, justement dans ces rues mono-activité. Donc aujourd'hui, dans cette opération, c'est 41 cellules commerciales. C'est une opération où nous avons fait le choix d'avoir une personne dédiée au commerce, dans une équipe pluridisciplinaire de 10 personnes qui se consacrent essentiellement au centre ancien. Donc cette personne travaille notamment sur tous les contacts en amont auprès des copropriétés, dans les volets incitatifs.
Elle travaille également à l'occupation transitoire, à l'habillage des vitrines, à la communication sur les vitrines. Vous voyez dans les images quelques interventions où nous avons utilisé une communication avec des hermines pour occuper un peu les vitrines. Et puis, donc, la question se pose là des modalités de sortie, bien sûr, puisque la vocation de l'opération Rennes Centre Ancien, ça n'est pas d'être une foncière. Donc, 3 modes de sortie envisagés. Le premier, c'est la sortie de l'immeuble dans son intégralité avant travaux, et donc d'une revente de l'intégralité de l'immeuble, y compris le commerce. Soit de maintenir des propriétés commerciales au sein de l'opération Rennes Centre Ancien pendant quelques années, le temps de redonner une dynamique à la rue et de stabiliser l'occupation commerciale. Et le troisième volet ou mode de sortie envisagé, c'est le portage sur une durée évaluée entre 8 et 10 ans par la SAS, Territoire et Perspectives, qui rachèterait à l'opération Rennes Centre Ancien les commerces pour être portés de manière plus longue. Donc je dis qu'il rachèterait parce que pour l'instant, la SAS n'a pas encore racheté les commerces. Le retour d'expérience par rapport à cette intervention, c'est qu'il faut y mettre des moyens. La ville y consacre quand même un budget conséquent pour pouvoir maîtriser les commerces. Mais de toute manière, pour pouvoir intervenir sur la copropriété dans son intégralité, ça ne passe que par une fermeture temporaire des commerces. Donc un coût, parce que quand on dit temporaire, un commerce qui ferme pendant 18 mois, on indemnise quasi la totalité de la valeur du fonds de commerce. Donc de toute façon, cet argent-là a été à consacrer, à mettre dans cette opération. Donc le fait de maîtriser la destination et la sortie des commerces, c'est plutôt une bonne chose. C'est également de maîtriser la vacance commerciale, parce que nous essayons, dans la mesure du possible, dans les immeubles qui ne sont pas trop dégradés et qui ne présentent pas des périls ou des dangers, d'installer de l'occupation transitoire, des commerces ou de l'économie sociale et solidaire, des associations qui peuvent occuper les commerces. Et puis, eh bien, aujourd'hui, on voit que l'on réussit à installer dans des rues un peu difficiles, des commerces, de diversifier l'offre commerciale dans ces rues. Donc c'est un double effet, puisque c'est l'effet sur le commerce, mais c'est aussi l'effet sur les logements qui sont réhabilités dans les étages, puisqu'on voit aujourd'hui les prix du logement dans ces rues qui reprennent un prix identique à celui que l'on peut voir dans le centre-ville de Rennes. Donc c'est un pari gagné en partie aujourd'hui. La SAS Territoire et Perspectives, qui est le premier outil de portage pour territoire, de portage d'activités économiques, elle a été créée en 2013. Aux côtés de divers investisseurs, le premier étant la Banque des Territoires. Territoire et Développement représente 54% du capital et la Banque des Territoires 28%, et de 5 établissements financiers qui sont des établissements financiers régionaux, on va dire régionaux et nationaux, mais implantés sur le territoire de Rennes. Donc l'idée de cette filiale est vraiment cette idée d'avoir un effet levier sur une foncière, de mobiliser les fonds propres disponibles de la SEM, mais dans le cadre justement d'un effet levier, c'est-à-dire de mobiliser pour 1 euro mobilisé de la SEM, pouvoir y voir 10 euros investis pour le compte du commerce ou de l'activité économique. Donc l'objet social, c'est trois grands objets, on va dire. C'est d'abord l'investissement d'avenir
participant à la stratégie du territoire, donc notamment une pépinière d'entreprise, puisque c'était un sujet qui remonte déjà à 2013, le portage immobilier d'activités commerciales et artisanales, et puis le dernier, les loisirs urbains concourant à une offre culturelle fragile. Donc c'était à l'époque un cinéma qui était envisagé, et aujourd'hui d'autres activités culturelles qui viendront en portage de la SAS Territoire et Perspectives. Donc un capital de 4 500 000 €, donc vous voyez, un capital qui est quand même par rapport à son action aujourd'hui assez modeste, hein, malgré tout. 2 programmes d'investissement aujourd'hui en cours. Un premier programme qui a été lancé en 2015 avec 3 investissements. Un immeuble, je disais, pépinière d'entreprise, des ateliers artisanaux, et un commerce, ce que j'appelle le commerce en diffus. Un deuxième programme d'investissement qui, lui, est un peu au cœur de nos interventions sur les polarités commerciales. 5 prises de participation dans des SCI, dont 4 pour du portage de commerce. Donc je vais expliquer comment nous intervenons, hein, sur ces polarités commerciales. La première intervention qui remonte à 2015, qui est sur la SCI du centre commercial des Gailleuls. Donc une opération qu'on a qualifiée d'opération tiroir. Donc au sein d'une opération d'aménagement, vous verrez que la SAS Territoire et Perspectives intervient dans le prolongement de l'intervention de l'aménageur. Donc cette opération, la ZAC de Maurepas-Gailleul, c'est un grand projet de NPNRU, hein, sur 33 hectares, avec une création de 1400 logements, de 25 000 m² d'activité et d'intervention pour l'installation d'équipements publics également. Donc la première centralité commerciale à reconstituer, puisqu'elle consistait en de la démolition d'un centre commercial en déshérence, pour installer des commerces autour d'une place dans des immeubles à construire. Donc d'où cette opération tiroir, puisqu'il fallait libérer les espaces occupés, transférer les commerçants, les relocaliser dans les pieds d'immeubles reconstruits. Donc 3 phases d'intervention dans ces rez-de-chaussée, dont, à une exception, la moyenne surface alimentaire, qui, elle, ne fait pas partie de la polarité commerciale, qui est restée une intervention privée. Donc l'intérêt, c'était aussi d'avoir un portage unique, hein, pour maintenir dans le temps le fonctionnement de cette polarité, et donc le choix d'intervenir auprès d'un seul investisseur opérateur. Donc une polarité d'environ 4 800 m², dont 2 250 m² à acquérir, avec une maîtrise des prix d'acquisition, généralement des acquisitions en VFA, pour un prix de 1 000 € du m², ça c'était pour 2015, et aujourd'hui 1 350 € pour la dernière phase d'investissement. Donc un petit schéma, mais bon, je pense que je n'apprendrai rien aux aménageurs qui interviennent sur les polarités commerciales, hein, l'idée étant bien de maîtriser dans le temps le fonctionnement de cette polarité et de maîtriser les coûts d'acquisition des pieds d'immeubles. Donc une SEM aménageur, SEM ou SPLA d'ailleurs, hein, puisque là en l'occurrence c'était la SPLA qui était aménageur. Donc il vend des charges foncières à un promoteur, lui revend, fait une division volumétrique, hein, et revend ses logements dans le cadre d'une copropriété, et ces volumes les revend en VFA à une SCI, investisseur unique des commerces. Donc cette SCI, elle a été créée en 2015 par la SAS Territoire et Perspectives, par la Caisse des dépôts, Banque des territoires, et par le groupe SODES, qu'on va chercher très en amont, qui est un opérateur commerce. Donc voilà un petit peu le schéma d'intervention.
On n'a pas les compétences, même si on peut se réjouir d'avoir au sein de territoire des chefs de projet qui montent en compétences sur les questions de commerce. Malgré tout, ça reste un métier. Et donc, nous commençons, dans le cadre de ces interventions, à désigner un opérateur commerce via une mise en concurrence. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait de la SODES qui a été désignée très en amont. Ensuite, nous définissons avec cet opérateur des modalités d'intervention. Dans le cadre de la mise en concurrence, en général, on va jusqu'à la définition d'un plan de merchandising, d'une grille locative, qu'on va d'ailleurs dans la deuxième ligne contractualiser sous forme d'une convention en attendant la création de la structure de portage. Ensuite, nous passons à la consultation de promoteurs pour construire les ensembles immobiliers. Donc pendant toute la phase qui précède la création de la société de portage, je disais que nous intervenons dans le cadre d'une convention avec cet opérateur commerce, des ateliers techniques, mais c'est assez classique lorsque l'on met au point des projets préalablement à l'obtention d'un permis de construire et avant l'entrée en phase travaux. Ça permet aussi de lancer une pré-commercialisation relativement tôt. Le fait d'avoir un opérateur à nos côtés très en amont, on peut effectivement lancer la pré-commercialisation très tôt, même si les retours ne sont pas toujours très encourageants parce que les commerces... tant que rien ne se voit sur une polarité, c'est très difficile d'intervenir. Et puis ensuite, une société de portage et la mise en place des financements avant les acquisitions en VFA. Donc voilà la première polarité, la SCI du centre commercial des Gailleuls, donc un investissement de 2800 € environ. Nous imaginons les investissements sur fonds propres à hauteur de 20%. Et par emprunt pour 80%. Donc dans cette polarité, je disais, le groupe SODES, la Banque des Territoires et la SAS Territoires et Perspectives. Le schéma d'intervention, c'est le transfert des commerces qui est assuré par l'aménageur, et puis la SCI qui, elle, signe les nouveaux baux commerciaux. Les enjeux de cette opération, c'était d'abord, dans le cadre d'une opération de tiroir, c'est de faire coïncider l'arrivée des nouveaux commerçants, la commercialisation avec... le déroulement des travaux sur les immeubles, les travaux sur les espaces publics, mais également la libération des nouveaux immeubles. Dans une opération tiroir, il faut transférer les commerces au bon moment. Aujourd'hui, l'avancement de l'opération, c'est 100% occupé pour la première tranche, 70% sur la deuxième et troisième tranche. Nous devrions avoir un taux d'occupation à 100% à la fin de l'année 2023. Le retour d'expérience, d'abord cette polarité, nous avions eu une mauvaise expérience où nous n'avions pas créé de société, nous étions restés un peu externes, on va dire, à cette dynamique d'intervention sur les commerces dans un autre quartier rennais. Et c'est pour ça que nous étions passés par un mécanisme de foncière. Et aujourd'hui, ce mécanisme de foncière nous permet d'avoir des contacts plus réguliers, des comités d'enseigne, des comités techniques beaucoup plus réguliers. Je pense que de temps en temps, de rappeler dans une SCI que l'on est associé, c'est mieux que d'être un intervenant extérieur. C'est également le suivi dans le temps. Le commerce ne se fait pas en un jour. Donc, cette opération, elle a démarré en 2015. Nous sommes en 2023 et nous livrons la dernière phase. Donc, maintenir la dynamique dans le temps et maintenir le prix des VFA également auprès des promoteurs, parce que on voit que ce qu'on a pu entendre dans les promesses très en amont, il faut les tenir dans le temps, et que les coûts de construction en particulier viennent un peu chahuter ou en tout cas les souhaits des promoteurs qui voudraient voir le prix des VFA commerce augmenter dans le temps.
Donc cette manière d'intervenir permet de maintenir les prix, et puis ça permet en termes de plan de merchandising d'avoir une cohérence avec le plan commerce de la collectivité. Nous intervenons très étroitement avec le service commerce de Rennes Métropole, qui est très présent dans nos interventions sur ces polarités commerciales. Un deuxième mode d'intervention, qui est dans un quartier en émergence, même si on retrouve des similitudes d'intervention, sur le quartier Beauchardonnay à Rennes, qui est un quartier, on va dire, un peu en périphérie du centre-ville, entre Rennes et Cesson-Sévigné, sur d'anciennes friches industrielles. Donc un quartier pour plus de 2800 logements, plus de 50 000 mètres carrés d'activité tertiaire. Donc vous voyez un grand projet à l'échelle de la métropole de Rennes. L'aménageur, c'est Territoires Publics. Donc là, au sein de la centralité de l'opération d'aménagement, la création de 5700 mètres carrés de surface commerciale, dont une moyenne surface alimentaire de 3000 mètres carrés, qui sera Lidl, puisque l'enseigne a été choisie maintenant. Et puis 130 places de stationnement, l'ensemble étant réparti sur 7 programmes immobiliers sur des pieds d'immeubles. Là encore, même schéma d'intervention, donc des prix d'acquisition que l'on veut très, très maintenus, de 1046 € par mètre carré sur la première phase et de 1480 sur la deuxième tranche en 2023. Même schéma, mise en concurrence très en amont pour retenir un opérateur investisseur. Là, il s'agit du groupe Chessé, qui est un groupe nantais dont le métier est l'intervention sur les commerces, qui détient 75% des fonds propres 80% des fonds propres de la société, et nous en détenons 20%. Je m'y perds entre les différentes sociétés. Les enjeux de cette opération, c'est l'accompagnement de l'arrivée de nouveaux habitants. C'est un enjeu dans ces quartiers pour répondre aux besoins des nouveaux habitants. Le deuxième enjeu, c'était le stationnement. Le stationnement pendant la phase on va dire, de stabilisation démographique du quartier, mais également plus tard, comment on peut répondre aux attentes, notamment des moyennes surfaces alimentaires qui veulent avoir leur propre stationnement et mutualiser ces stationnements avec les besoins dans les quartiers, notamment le week-end ou le soir, ou pour du stationnement résidentiel. C'est la création d'un fonds marketing pour l'animation de la polarité commerciale en résonance avec l'accueil des nouveaux habitants. D'où le rôle de l'aménageur très important au sein de ces structures de partage ou de portage de polarité commerciale. Donc même constat avec un peu de recul, puisque nous sommes aujourd'hui à 76% d'avancement de l'opération sur la première tranche et la signature du bail avec de la moyenne surface alimentaire. Donc au global, à peu près 2/3 d'avancement de cette opération. L'intérêt de créer une société commune pour être présent. Cet intérêt, on le double également de contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage passé avec l'aménageur et avec l'opérateur commerce. Donc pour l'aménageur, c'est aussi un moyen au sein de Territoires et Développement d'avoir une rémunération pendant la phase de montage du projet, notamment sur tous les aspects techniques, puisqu'il y a une grande dimension technique sur la mise au point des projets commerce. Peut-être Marie-Yvonne, sur les 2 dernières SCI,
Et essayons d'être un peu plus synthétique parce que je vois le temps qui file. C'est passionnant, moi je me régale, mais comme derrière on a un certain nombre d'interventions qui sont programmées, et puis ça laissera aussi la possibilité à chacun de pouvoir poser des questions. L'intérêt étant dans ces montages de voir l'articulation entre l'aménageur, en l'occurrence souvent la SPLA, mais ça pourrait être la SEM, et derrière l'activité de portage, et comment du coup ça permet de maîtriser, que ce soit dans de l'ancien ou dans des opérations neuves, finalement, les enseignes, la commercialité de ces nouveaux quartiers. Très rapidement sur les 2 dernières ACI, si vous voulez. Oui. Alors, les 2 dernières ACI, la ACI La Courrouze, nous sommes sur un schéma un peu, on va dire, identique. C'est un quartier en émergence, quartier qui a été aménagé ou qui est en cours d'aménagement par la SEM Territoire et Développement, dans lesquels nous pensions pouvoir intervenir dans le cadre d'un projet identique à celui de la ZAC Beauchardonnay. Malheureusement, nous n'avons pas pu être, en termes de calendrier, au rendez-vous avec un opérateur commerce dès les besoins qui se sont fait sentir sur la polarité commerciale. Donc la particularité de la SCI Cœur Courrouze, c'est qu'elle vient d'être créée et qu'elle prend le relais d'un portage qui s'est fait au sein de l'opération d'aménagement. Donc voilà, c'est l'illustration aussi du fait de pouvoir, au sein de l'opération d'aménagement, pouvoir initier une polarité commerciale avant d'intervenir sous la forme d'une SCI que l'on structure avec notamment du préfinancement de type 20% fonds propres et 80% en emprunt. Donc voilà, le retour d'expérience, c'est d'abord des difficultés que nous avons eues en amont à commercialiser. Je disais que un opérateur commerce, son métier, c'est d'intervenir et de commercialiser les murs commerciaux. L'aménageur, c'est les montées en compétences, des compétences que nous n'avions pas, mais qu'aujourd'hui se développent auprès des chefs de projet dans chacune des polarités commerciales. Et puis la dernière intervention dans le cadre de SCI, de portage, c'est dans le cadre d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale sur le quartier du Blône, toujours dans le prolongement d'une activité d'aménagement, alors d'aménagement ou de crack, dans un quartier NPNRU, donc même schéma, un montage avec un opérateur commerce, là à nouveau la SODES, hein, avec une prise de participation dans une SCI. Les enjeux, c'est un planning très, très contraint, notamment par rapport à la convention NPNRU, donc avec des transferts commerciaux qui s'opèrent de polarités qui existaient dans le quartier qui doivent disparaître. Donc toujours le même schéma, l'aménageur transfère et gère les conditions de transfert des commerces existants et la SCI qui signe les nouveaux baux commerciaux. Donc voilà pour cette intervention. Et puis juste un petit mot de dernière intervention, donc ce que j'appelle le commerce dans les diffus, même si là ça représente un pied d'immeuble dans lequel le territoire intervient dans le cadre du portage d'un immeuble dédié à l'économie sociale et solidaire, et sur lequel nous avions prévu l'implantation de 900 mètres carrés de commerce, avec un lien que l'on souhaitait avec l'ensemble de l'immeuble. Donc la dimension économie sociale et solidaire et le commerce, c'est le sujet, on va dire, un peu actuel sur lequel on travaille au sein de Territoire. Nous avons aujourd'hui une occupation de 100% des bureaux dans les étages et de 60% des commerces, hein, une librairie, un commerce de vêtements et un commerce alimentaire bio. Malheureusement, la Biocoop ne poursuivra pas l'aventure au pied du quadri. Donc nous avons aujourd'hui des commercialisations que l'on souhaiterait dans le domaine de l'insertion. Donc c'est un peu plus long, mais c'est un peu plus...
Oui, un peu plus long, mais c'est aussi très passionnant de pouvoir associer la dimension commerce et la dimension économie sociale et solidaire dans le cadre de nos interventions. Donc, voilà. Ce qui est effectivement aussi un enjeu qu'on a déjà abordé et certainement qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Et sur l'activité CRAC, on avait eu lors du dernier atelier beaucoup de questions. Et du coup, à l'occasion de notre atelier du 26 septembre prochain, on aura au minimum une table ronde sur les sujets CRAC, ancienne formule, nouvelle formule. Et certainement, à cette occasion, on aura l'occasion de redévelopper votre retour d'expérience qui est précieux à Territoire. Est-ce qu'il y a des questions? Je me tourne vers Maya, qui du coup a la main sur le chat, et puis pour faire circuler les micros en présentiel. Oui, alors quelques questions, même si je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, au moins une. Allez, comment a été prise la décision de mettre les indemnités de transfert à la charge de l'aménageur? C'est précis. Oui. Alors, la décision, elle est d'abord dans l'opération d'aménagement elle-même, c'est-à-dire que avant d'intervenir dans le cadre de portage, le fait de transférer des commerces d'ancienne polarité vers une nouvelle polarité, il y avait lieu à de toute façon intervenir sur les commerces. Donc dans le bilan de l'opération, on retrouvait bien ces indemnités de transfert. Et c'était l'opportunité d'ailleurs d'avoir plutôt des indemnités de transfert plutôt que des indemnités d'éviction. Est-ce qu'on est très gourmand? Est-ce qu'il y a une deuxième question, Maya? Allez, une seconde. Quels ont été les critères de sélection de la SODES? Alors, les critères de sélection sont en général de la capacité à intervenir pour ces structures de portage, puisqu'elles sont également investisseurs. Donc, la capacité notamment à préfinancer en général les premières phases ou le démarrage des premières phases. C'est également un plan de marchandisage que l'on définit, mais de manière un peu... je veux dire pas précise, donc on attend ces opérateurs sur ce plan de marchandisage et une grille locative pour mesurer un peu l'adéquation de leurs interventions par rapport aux problématiques de quartier en général. Merci beaucoup Maya, merci beaucoup Marie-Yvonne. Ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, on enchaîne sur l'expérience de Vallée Sud Développement avec pas mal de similitudes. Et pendant votre intervention, Marie-Yvonne, Nelly intervenait, hochait la tête sur un certain nombre de points. Donc je pense qu'on va pouvoir comparer dans une certaine mesure vos interventions respectives. Bonjour à tous. Alors effectivement, nous, la petite particularité, donc effectivement, on n'intervient pas non plus sur du cœur de ville. Donc cet après-midi, en tous les cas, dans la première table ronde, il n'y aura pas de cœur de ville. Par contre, nous, la particularité sans doute, c'est notre jeunesse. Je ne parle pas de votre vieillesse. Mais effectivement, puisque nous avons une société qui a été créée en 2019, fin 2019, donc on est encore bébé par rapport à votre longue expérience de 60 ans. Donc pourquoi Vallée Sud Développement? Donc Vallée Sud Développement, c'est une SEM du territoire Vallée Sud Grand Paris, donc le sud des Hauts-de-Seine, dans le 92. Le constat, il a été fait évidemment, mais je pense qu'on le partage tous, ou on l'a tous partagé à un moment donné, c'est le fait que le commerce est souvent quand même un peu le parent pauvre des opérations immobilières. Quand je parle d'opérations immobilières, c'est qu'un promoteur, il ne sait pas quoi faire de son rez-de-chaussée, il ne peut pas mettre du logement, il va mettre du commerce. Donc voilà, avec évidemment un souci de rentabilité qui est tout à son honneur évidemment, mais donc qui conduit à rechercher un investisseur souvent avec un coût d'investissement élevé, et donc derrière évidemment des locataires qui doivent payer des loyers parfois fort chers et parfois un peu déconnectés de la réalité, ou en tous les cas des attentes des habitants et riverains du quartier.
Donc c'est vrai que en fait c'est un peu cette contradiction entre le fait effectivement d'être un peu le parent pauvre et puis à côté de ça d'être hyper stratégique pour les communes, pour les villes, pour les habitants qui sont aujourd'hui évidemment à la recherche de proximité, notamment après l'épreuve du Covid. Ça s'est vraiment beaucoup renforcé. Donc l'objectif premier de Vallée Sud Développement, c'est maintenir, développer du commerce de proximité, maintenir surtout en centre existant, évidemment en centre ancien, mais également développer dans les nouveaux quartiers, puisque nous avons la chance sur notre territoire d'avoir plein de nouveaux quartiers que nous développons. Donc, comme je vous le disais, Vallée Sud Développement est un bébé, donc créé signature des statuts et du pacte d'actionnaires entre les actionnaires lors du CIMI de 2019, donc voilà, avec une année 2020 qui a été un petit peu neutralisée. Donc un capital initial de 9 897 769 €. 3 actionnaires, l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris avec 74,49%. La Caisse des dépôts et consignations avec 24,99% et Arkea avec 0,52%. Un objet qui est triple, une activité principale, ultra principale, et puis 2 accessoires. La première, c'est la foncière commerce, donc vraiment c'est le cœur du métier pour nous, pour cette activité. Et puis 2 activités annexes qui sont la copromotion minoritaire, j'y reviendrai puisque c'est un des sujets importants, et de la réserve foncière jugée stratégique par les élus, notamment en lien avec l'établissement du PLUI en cours sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est quoi Vallée Sud Développement ? C'est 75 locaux commerciaux acquis, beaucoup en neuf, mais aussi en diffus, on va dire, pour reprendre le terme. Donc actifs qui sont valorisés à 28 millions d'euros aujourd'hui. Actuellement, donc, on est en train de finaliser une augmentation de capital qui va porter le capital à 29 millions d'euros, ce qui va permettre de pouvoir développer un plan d'affaires autour de 70 millions d'euros. Donc avec des acquisitions donc, de locaux neufs, donc locaux commerciaux uniquement, en VFA lorsqu'il s'agit du neuf, ou en centre ancien, à l'amiable, où on prend le relais des préemptions qui sont établies soit par le territoire, soit par les communes, donc sur l'intégralité du territoire, c'est-à-dire les 11 communes de Vallée Sud Grand Paris. C'est aujourd'hui aussi 4 opérations de copromotion qui sont en cours et qui permettent de renforcer les fonds propres. Pourquoi ? Puisqu'on a un montage qu'on a défini assez spécifique qui nous permet donc de participer autour de table des opérations de promotion, notamment dans les opérations d'aménagement portées par Vallée Sud Aménagement, donc une autre société publique locale du territoire. Donc ces copromotions sont extrêmement spécifiques puisque nous avons un montage d'une participation à une société commerciale type SAS dont nous participons à hauteur du capital, qui est notre prise de risque, et à l'issue de l'opération, nous prenons le pourcentage de notre participation de la marge. Donc voilà. Une petite question, Nelly, parce que du coup, c'est un bébé qui est survitaminé. 3 ans et demi, c'est déjà des résultats qui sont très significatifs. Donc, c'est aussi un message presque d'espoir pour un certain nombre de collectivités qui ne se sont pas encore lancées dans la démarche, qui s'interrogent, de se dire c'est possible et c'est possible rapidement avec des résultats. Peut-être un mot sur le temps de maturation avant la création, parce que signature en décembre 2019, mais du coup, combien de temps avant pour permettre de fédérer toutes les collectivités sur un projet commun, collectivités et autres partenaires, sur ce projet-là ? Alors, c'est un sujet qui a été beaucoup, évidemment, qui est très porté politiquement, très porté notamment par le président d'établissement public territorial, qui est le maire de Clamart. Donc, le maire de Clamart, sur toutes ces opérations d'aménagement, dont il y en a pas mal sur son territoire, a préparé, notamment dans les opérations d'aménagement, avec une volonté aussi d'une acquisition des coques commerciales à un prix très, très, très maîtrisé, voire imposé. Donc qui permet aussi de donner cet effet de levier.
Un peu. Vous disiez tout à l'heure, vous avez une expression très convenue. Enfin, le mot était bien trouvé en tous les cas. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, en fait, on a, nous, vraiment commencé à travailler sur le sujet en 2017. 2017, dans les premières opérations d'aménagement qui ont été vraiment lancées à ce moment-là. Voilà, je reviendrai peut-être après. Donc après, bon, voilà, je vous ai mis quelques exemples concrets, assez typiques aussi des attentes et des collectivités et des usagers. Hein. Nous avons acquis à la demande de la commune de Bagneux, dans son centre-ville, un local qui était occupé par une banque. Qui n'est pas la banque qui nous occupe aujourd'hui, enfin, qui nous accueille aujourd'hui, je tiens à le préciser, qui était propriétaire des murs également et de son fonds, donc qui a supprimé son agence en fait. Et donc on a acheté le local et on le loue aujourd'hui à une librairie. Voilà. Donc ça fait partie des attentes aujourd'hui et un grand succès cette librairie. Avec des mesures d'accompagnement, notamment de franchise de loyer et d'un loyer progressif permettant évidemment aux choses de s'installer et au fond de s'installer surtout. Voilà. Après, l'autre opération emblématique, alors je vous en ai mis qu'une autre, hein, mais voilà, c'est l'opération du Panorama Clamart, donc 22 commerces qui ont été acquis, donc qui ont fait l'objet effectivement donc d'une consultation de charges foncières, comme vous l'a expliqué, comme on vous l'a expliqué précédemment, via Vallée Sud Aménagement, donc l'aménageur, avec donc l'obligation pour le promoteur de vendre en VFA à un prix assez attractif des coques brutes, fluides en attente, vitrines posées. Et de là, donc nous derrière, ces locaux donc ont été achetés à l'aménageur et aujourd'hui sont tous loués. Donc nous, on a fait le choix au démarrage de cette structure d'externaliser. Donc on a des commercialisateurs qui travaillent pour Vallée Sud Développement et qu'on rémunère nous-mêmes. Et comme on a parallèlement aussi un gestionnaire. Donc aujourd'hui, on externalise beaucoup ces éléments. Donc ces locaux aujourd'hui sont tous loués avec le fameux boucher, le fameux poissonnier, le pressing, les restaurants, la fleuriste, etc. Voilà, donc ça fait partie des éléments qui sont beaucoup développés. Voilà, donc avec une gouvernance assez proche de ce que vous explique, des éléments qui ont été présentés tout à l'heure, hein, à savoir la définition d'un plan de marchandisage et d'une grille locative qui permet aux commercialisateurs de se lancer. Et cette grille locative et ce plan de marchandisage est présenté à des comités commerce. Il y a un comité commerce par ville. Chaque comité commerce est composé d'élus, notamment les élus au commerce, le manager commerce de la ville, voilà. Et puis nous, Vallée Sud Développement et les commercialisateurs, et c'est les commercialisateurs qui viennent présenter à ce comité les candidatures. Et c'est ce comité qui décide de l'allocation ou pas des commerces. Voilà. Et souvent, c'est l'occasion aussi de goûter quand il s'agit de commerce de bouche. Peut-être avant de passer aux questions, et je regarde Maya assez rapidement, je reviens vers toi et j'en profite pour te remercier pour le travail de préparation et puis pour l'animation que tu fais aujourd'hui. Vous évoquiez, Nelly, la prochaine augmentation de capital. Du coup, quels sont les besoins en fait, pourquoi vous avez besoin d'augmenter aussi rapidement le capital et quels sont les actifs qui sont visés? Est-ce que c'est juste une accélération sur la base des grands principes que vous avez présentés, un territoire élargi où vous embarquez plus de communes pour intervenir? Alors, c'est une multitude de phénomènes. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on a la chance de se dire qu'on monte en charge et que, effectivement, on a de plus en plus de communes. Donc au départ, c'est Clamart, Fontenay-aux-Roses, puis Châtillon très vite, puis Bagneux, puis voilà. Donc vraiment, on est ravis, évidemment, de cette action. Donc l'augmentation de capital, eh bien, c'est que quand on met bout à bout, il faut qu'on a un plan d'affaires de 70 millions à sortir. Et pour sortir un plan d'affaires de 70 millions, il faut
29 millions de capital, puisque le reste peut faire l'objet d'un emprunt, enfin de plusieurs emprunts. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment l'effet de levier dont on essayait de parler. Il est vraiment à de moult temps, à la fois au moment de l'investissement, mais au moment des locations. Évidemment, l'objet, c'est de pouvoir choisir, de pouvoir assurer ce service de proximité et faire en sorte qu'on n'ait pas une foncière commerce privée, lambda, voilà, qu'on apporte un vrai besoin. J'attire quand même aussi l'attention d'une chose qui paraît vraiment importante, un écueil qui est vraiment important. Je sais que vous allez me poser la question sur l'écueil. C'est que aujourd'hui, quand même, un banquier, il nous dit vous apportez 30% de fonds propres. Et le reste, on peut vous financer, mais il faut que vous ameniez des baux. Et quand on est en VFA, comme on le disait très justement tout à l'heure, quand on est en VFA, un commerçant, il vient que quand il sait, il voit la construction. Et donc là, on a une vraie déconnexion quand même entre les attentes qu'on peut comprendre et qui sont légitimes, c'est-à-dire de se dire qu'il faut qu'il y ait une commercialisation, parce que s'il n'y a pas de commercialisation, il n'y a pas de loyer, s'il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de... Voilà. Mais à la fois, on est vraiment dans un monde un peu déconnecté, où nous, on se dit que 6 mois avant la livraison, on peut vraiment sérieusement commencer la commercialisation, mais pas 24 mois avant. Et ça, c'est un vrai écueil qu'on rencontre, qui est de plus en plus fort, notamment cette période un peu difficile. Donc voilà. Donc c'est important de le souligner. Et alors vous faites certainement référence au rôle notamment de la Banque des Territoires dans les comités d'engagement. C'est vrai qu'on a souvent des règles assez prudentielles quand on est dans une logique d'investisseur. Et comme on est un investisseur pas comme les autres, on est un investisseur d'intérêt général, un investisseur avisé, c'est vrai qu'on est toujours extrêmement vigilant à s'assurer finalement que le risque porté par la structure il soit minimum. Mais je vois bien le point que vous soulevez. Mais on est complètement d'accord là-dessus. Et c'est pas forcément en position là, c'est aussi les banquiers qui assurent les financements, qui sont pas forcément d'ailleurs la Banque des Territoires, qui aussi ont ces décalages. Enfin, nous, c'est une des grandes découvertes qui m'a fait revoir tous les échéanciers de paiement des VFA, par exemple. Où, du coup, je demande à ce que finalement, on apporte juste le minimum au moment de la signature et qu'on ait le reste à la livraison. Donc voilà, c'est vraiment décorrélé aujourd'hui, je pense. Enfin, et elle est légitime, cette attente, mais c'est un peu décorrélé du monde réel, quoi. En tout cas, pour avancer, vous avez trouvé des solutions. On essaie toujours. Vous êtes Maya sur les questions? Oui. Alors, déjà une première, et on verra si on a le temps pour d'autres. Les 75 locaux acquis comprennent-ils des actifs déjà dans le patrimoine des villes? Alors, non, pas encore. Ça va venir. On est en train de faire... vous voyez, au bout de 3 ans, on va racheter les premiers commerces préemptés. Notamment, c'est l'établissement public territorial qui préempte pour une grande partie. Donc là, on va faire une grande salve de récupération de commerce préempté. Et après, parfois, effectivement, la collectivité dit je préempte, mais tu me couvres derrière. Et donc, on lui dit oui, évidemment. Voilà. Mais dedans, il n'y a pas beaucoup. C'est essentiellement du commerce neuf qui vient des opérations d'aménagement. Qui était effectivement un des points qu'on voulait mettre en valeur aujourd'hui de cette articulation entre le rôle d'aménageur et comment, avec une structure de portage derrière, on peut être un acteur très, très utile. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, Maya? On peut en prendre une dernière. Allez, une dernière qui d'ailleurs fait le lien avec la table ronde 2. Combien de TP pour les activités de la foncière? Alors, donc nous aussi, on a un groupement d'employeurs, une association, un groupement d'employeurs qui regroupe les 2 entités, Valais Sud Aménagement, Valais Sud Développement. Donc c'est assez difficile. En fait, on a une personne qui travaille en temps plein complètement. Et après, on a du mitigé. Aujourd'hui, alors sur 30 personnes, on va dire qu'il y a 80% pour Valais Sud Aménagement et 20% pour Valais Sud Développement. Donc voilà. Mais aussi, c'est parce qu'on a fait le choix d'externaliser. On a aujourd'hui,
C'est vraiment la particularité et on réfléchira à re-rentrer dans les effectifs quand on aura atteint une taille assez critique. 75 commerces, ça ne suffit pas pour l'instant. En tout cas, ça ouvre effectivement. Merci beaucoup Maya. Et ça fait lien avec notre deuxième table ronde. Vous l'évoquiez entre le fait d'avoir fait le choix d'avoir un commercialisateur en interne ou de faire de la prestation de service. Et ça va être un des enjeux de cette table ronde. On termine à 15h02. Je me permets de le signaler avec juste 2 petites minutes de décalage. Arnaud, à toi de faire aussi bien pour la prochaine table ronde. Merci encore beaucoup Nelly, Marie-Vonne et puis bonne deuxième table ronde. Merci Isabelle, merci Nelly, merci Marie-Vonne. On va tâcher de faire aussi bien, donc j'ai le droit à 2 minutes de retard si j'ai bien compris. Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis donc ravi pour la deuxième fois pour ma part de participer à cette séance au Hub des territoires. Donc cette deuxième table ronde va nous amener justement dans le prolongement de la question posée par Maya tout à l'heure sur effectivement la notion des compétences à mobiliser pour mettre en œuvre ces foncières dans toutes leurs phases de développement. On est maintenant effectivement sur un déploiement des foncières qui est largement engagé. Je crois qu'on n'est pas loin de la centaine de foncières créées. Et effectivement, à travers le questionnement, les témoignages actuels, on a bien vu que finalement, ces foncières mobilisent un ensemble de compétences depuis les phases très amont de maîtrise, en passant par les phases de transformation puis de gestion, qui ne sont pas, j'allais dire, le prolongement immédiat des compétences historiques des acteurs qui les portent. Je pense aux collectivités, mais également à leurs EPL. Et donc, effectivement, il apparaît tout à fait pertinent de s'interroger un petit peu justement sur quelles sont ces compétences et comment finalement, dans les diverses expériences actuellement engagées, comment les acteurs qui pilotent aux destinées de ces outils foncières se sont organisés pour y répondre. Donc c'est une table ronde qu'on va organiser en trois temps. Je demanderai d'abord à Thaïs, qui se présentera aussi, et de bien vouloir un peu nous présenter l'analyse qu'on en a faite un petit peu, le décryptage des différentes étapes, est-ce que ça appelle comme différentes compétences à mobiliser. Et puis, je passerai ensuite la parole à Olivier, qui nous présentera un petit tour assez large des expériences en cours. Et enfin, je demanderai à Philippe de bien vouloir un peu nous raconter l'expérience vécue actuellement sur le cœur de ville de la métropole montpelliéraine, puisque le groupe CERM, que vous présenterez un peu en détail, mais sans spoiler votre intervention, mais le groupe CERN se pose actuellement pas mal de questions justement sur ces sujets d'organisation et comment finalement aller chercher l'optimisation dans l'efficacité de l'action de ces outils. Eh bien, je propose tout de suite à Thaïs de nous présenter un peu le travail réalisé. J'y vais. Merci Arnaud. Bonjour à tous, donc Thaïs Zaudeville, je suis consultante à la CET. Et donc comme le disait Arnaud, le déploiement des foncières de redynamisation est assez avancé et a permis du coup de se rendre compte que la palette des compétences qui sont mobilisées par les foncières est assez importante et qu'elles ne sont pas toutes en fait en interne portées par les foncières ou les collectivités qui portent ces foncières. Donc la CET il y a une slide suivante s'il te plaît, je crois que c'est ça. Voilà, la CET a participé à la rédaction d'une note qui reprend et qui présente l'ensemble de la chaîne de compétences des foncières de redynamisation. L'objectif, c'est vraiment que cette fiche soit un outil pour les foncières déjà en activité et pour celles qui vont être créées. Donc, à la fois pour présenter chacune des séquences d'intervention des foncières que vous pouvez voir sur ce schéma coloré. Donc, la fiche comprend une description de chaque séquence,
mais aussi en fait les différentes modalités opératoires qui peuvent être mobilisées pour réaliser ces séquences. Et donc on voit que selon les actions et les foncières, parfois ce sont des séquences qui sont réalisées en interne par les foncières elles-mêmes ou avec l'appui souvent des EPL auxquels elles sont adossées, ou alors que ce sont des actions qui sont externalisées et remises à des prestataires extérieurs. Voilà, on a généralement précisé le mode opératoire qui était le plus fréquent et également listé les compétences et les savoir-faire qu'il était important de mobiliser pour chacune de ces séquences. Et puis bien sûr, comme toujours, la fiche est étayée d'exemples qui permettent de venir illustrer justement l'utilisation de ces différents modes opératoires. Peut-être je peux vous présenter un tout petit peu plus en détail justement cette fiche et ces différentes séquences. Donc la première, c'est celle des études amont, qu'on sépare en deux. Donc à la fois les études amont qui vont vraiment venir avant la création de la foncière. Souvent, c'est un diagnostic territorial, un plan d'affaires, préciser les modalités d'intervention de la foncière, son périmètre. Ces études, elles sont généralement réalisées, externalisées par d'autres acteurs avant la création de la foncière. Et il y a également les études préopérationnelles qui, elles, interviennent avant l'achat de chaque actif et permettent d'assurer que chaque actif rentre bien en cohérence avec l'objectif global qui est celui de la foncière. Et puis aussi, en fait, dès cette étape, de voir comment est-ce que chaque actif pourrait être commercialisé et d'identifier un peu l'équilibre économique qui pourrait être trouvé sur ces actifs. S'ensuit ensuite donc une deuxième étape qui est celle de l'acquisition des actifs. C'est vraiment l'activité même des foncières qui repose sur une maîtrise du foncier. L'acquisition, elle peut se faire de plusieurs manières différentes. La première, c'est celle par l'apport en nature en fait de locaux ou d'actifs, généralement par les collectivités qui peuvent être actionnaires majoritaires des foncières. C'est vraiment un avantage pour les foncières qui peuvent avoir des locaux dès leur création. Ça leur permet en fait de très rapidement rentrer en activité et d'avoir des revenus assez vite. Autrement, elles peuvent acquérir des locaux par le droit de préemption ou se positionner sur des actifs qui sont disponibles sur le marché. Les foncières de redynamisation, c'est intéressant de noter que souvent elles sont positionnées sur différents types d'actifs, à la fois des actifs commerciaux et ou des logements et ou du tertiaire. Après l'acquisition vient l'étape des travaux qui permettent de donc mettre aux normes les locaux, mais aussi de les adapter aux futures activités qui ont donc déjà été pensées depuis les études amont pour chaque actif. Et il est important à cette étape en fait d'assurer que les coûts des travaux vont permettre une répercussion sur le rendement de l'actif et permettre un équilibre économique pour chacun des actifs. Généralement, les foncières qui sont adossées à des EPL, c'est des EPL qui maîtrisent l'acte de construire, donc qui ont des connaissances sur ces questions. Après les travaux intervient l'étape de commercialisation, mais ce qu'on a voulu montrer avec ce schéma et cet arc de cercle gris presque tout du long du schéma, c'est que la commercialisation, c'est une étape très importante pour les foncières et qu'en fait elle intervient dès le début, dès les études amont, l'acquisition, les travaux. C'est toujours une idée qu'on a en tête qui est prise en compte pour assurer qu'en fait au final il y aura un preneur pour l'actif et que on pourra trouver un équilibre économique pour cet actif. Voilà. Et puis c'est une étape qui peut être aussi répétée puisque il est possible de devoir recommercialiser un local plusieurs fois pendant les activités d'une foncière. Cette commercialisation, elle peut se faire aussi de différentes manières, soit en direct avec le manager de centre-ville, soit via des appels à candidature, ou enfin avec un mandat de commercialisation. Et avec la commercialisation, il y a cette activité de gestion qui, pareil, peut être gérée par la foncière ou externalisée, donc qui comprend la gestion technique, c'est-à-dire le suivi de l'entretien des bâtiments, des locaux, la gestion locative avec tout ce qui est suivi des loyers, production des quittances, et enfin
tout ce qui est animation avec les autres projets de la collectivité ou sur le territoire dans lequel agit la foncière. Voilà. Et puis une étape aussi globale qu'on a représentée là en gris en dessous du cercle, c'est celle du pilotage de la gouvernance de la foncière qui intervient tout au long de la vie et de l'activité de la foncière et voilà, qui généralement est organisée avec un conseil d'engagement, un conseil d'administration selon des modalités qui sont prévues en fait dès le pacte d'actionnaires de la foncière. Voilà, et vous pouvez retrouver donc cette fiche sur le site de la Banque des Territoires et du Hub des Territoires. Merci Thaïs. Donc aspect gouvernance qu'a très bien souligné tout à l'heure Marie-Yvonne, qui a prédominé souvent le choix du mode d'organisation et du positionnement de la foncière, qui permet donc à la collectivité d'être présente et d'assurer dans toute la vie du quartier de la plus-value apportée par l'appareil commercial en termes d'urbanité et de services rendus à la population. Je profite du coup de la présence d'Olivier aujourd'hui pour justement face à cette diversité de compétences, de métiers. On a parlé de maîtrise foncière, de construction, de gestion, de capacité à investir et à choisir et à retenir les actifs qui vont faire demain, dont on est sûr de trouver une certaine attractivité, une vraie commercialisation. Comment aujourd'hui, peut-être nous faire un peu un petit tour d'horizon, comment aujourd'hui les foncières qui ont un peu d'antériorité maintenant se sont organisées. Thaïs évoquait internalisation, externalisation. Comment ça fonctionne un petit peu aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Merci Arnaud. Merci la Banque des Territoires de nous accueillir au Hub. Et puis surtout, merci Thaïs d'avoir bien expliqué, bien développé avec précision toutes les compétences mobilisées par une foncière de redynamisation. On a l'habitude de dire en matière de commerce que finalement c'est assez simple, il y a 3 règles essentielles à connaître, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je crois que vous avez montré que c'est bien plus complexe que ça. Et les EPL, les entreprises publiques locales, ont su répondre aux enjeux de redynamisation commerciale des collectivités et qui ont été à l'agenda du gouvernement avec le plan Action Cœur de Ville et puis aujourd'hui qui se prolonge avec la 2e phase d'Action Cœur de Ville, mais même de toutes les autres collectivités puisqu'on a eu des exemples de foncières de redynamisation qui ne concernaient pas des villes bénéficiaires du programme. Les EPL ont su montrer quelles étaient les bonnes réponses par leur forme SEM ou par leur capacité à créer des filiales de SEM à ces enjeux-là. Et elles ont su apporter une réponse par leur qualité propre, leur agilité, leur capacité à nouer des partenariats, à chercher des partenaires privés au sein de leur capital. Elles ont su surmonter le défi de ces compétences-là. C'est pas une mince affaire non plus parce que les exemples qu'on a évoqués l'ont montré. Les foncières montent en puissance au fur et à mesure. Elles n'ont pas toute la chance comme Vallée Sud de tout de suite avoir des volumes très importants d'activité. Et donc, c'est pas facile de concilier une montée en puissance progressive et le développement d'une compétence qui permet de répondre à toutes les problématiques que Thaïs développait. Alors pour ça, plusieurs méthodes qui peuvent être mobilisées en fonction du contexte. Il y a évidemment la question, ça a été évoqué, de l'externalisation de certaines compétences. Ça peut être la commercialisation, ça peut être aussi la gestion locative quotidienne. Ça suscite quand même beaucoup de questions au quotidien, beaucoup de nécessité d'intervention auprès de son preneur de posséder des locaux commerciaux et donc c'est une possibilité assez efficace d'externaliser, au moins dans un premier temps, ces compétences-là. Une autre méthode, ça a été illustré par le cas des Gailleuls à Rennes, c'est la possibilité de s'associer avec un pur professionnel du secteur. C'était le cas de Sodes. Il y a d'autres exemples d'EPL qui ont fait le choix d'avoir au sein de leur capital un investisseur professionnel spécialiste du commerce avec elles pour les aiguiller, que ce soit dans des choix un peu stratégiques, mais aussi dans la technique quotidienne. Je pense par exemple à Saint-Denis Commerce, dans cette catégorie
avoir un tour de table de la foncière qui intègre des professionnels. Il y a de nombreuses EPL qui ont aussi intégré des bailleurs sociaux qui, pour certains d'entre eux, ont une forte expertise en matière de gestion de pieds d'immeubles commerciaux, de locaux associatifs, et puis qui ont aussi cette capacité, dans leur projet de restructuration de leur patrimoine, à flécher des locaux vers la foncière dont ils identifient bien qu'elle peut être une solution et un partenaire pour leur projet. Donc un transfert de compétences qui part depuis justement la structuration de la gouvernance et qui vient diffuser jusqu'à la gestion quotidienne de la foncière. Tout à fait, avec par exemple la possibilité même pour la foncière de confier une mission à son associé investisseur commerce sur certains sujets, en plus de sa simple participation à la gouvernance de la société. Il y a aussi la capacité des EPL à former, à mobiliser tout un réseau de partenaires compétents. Je vous donne quelques exemples. On peut tout imaginer en fonction du contexte, mais c'est le manager commerce du territoire, la chambre des métiers et de l'artisanat, des bureaux d'études spécialisés aussi, des commercialisateurs. C'est un métier particulier de commercialiser des locaux commerciaux. Des juristes aussi spécialisés, des baux commerciaux, c'est pas une matière simple, alors que c'est stratégique dans l'activité de la foncière. Donc aussi se doter des bons conseils, c'est évidemment important. Et puis une autre solution, je vous dresse évidemment une liste non exhaustive, mais ce sont les principales qui ont été mises en œuvre par nos adhérents. C'est la création d'un comité technique ou d'un comité d'engagement qui n'a pas est distinct du conseil d'administration ou de la gouvernance vraiment statutaire de la société, mais qui joue un rôle d'éclairage au moment des décisions importantes de la foncière. Je pense notamment évidemment aux acquisitions, aux signatures de baux et puis aux cessions quand elles arrivent. Alors, il y a différentes formes et compositions de ce comité technique, de ce comité d'engagement. Les noms varient en fonction des cas, mais il peut y avoir par exemple la collectivité qui est représentée par son manager commerce. Il peut y avoir des financeurs des projets. Les banquiers ont quand même souvent une expérience du financement du commerce, donc ça peut être intéressant d'avoir leur expertise. Il peut y avoir aussi, on peut tout imaginer, un bureau d'études spécialisé au sein de ce comité qui rend des avis et qui éclaire les décisions, et notamment les décisions des élus. Je pense que c'est important de bien entraîner ces élus dans les questions fondamentales du fonctionnement de la foncière, parce que il appartient aussi à la foncière et à l'EPL de faire monter en compétence ces élus sur le sujet commerce pour évidemment avoir des projets qui se passent mieux, des orientations mieux définies, et donc une réponse aux projets politiques qui soit plus efficace. Alors, pour mobiliser ces élus, une des stratégies, c'est effectivement de participer, de les faire participer aux analyses de ce comité d'engagement. Ça peut être de les faire participer le plus étroitement possible aux décisions importantes que j'évoquais. Et puis, on peut imaginer plein d'autres choses avec eux, des formations, des visites, et peut-être même la participation en fonction des cas à la gouvernance de la filiale depuis que la loi 3DS le permet. Il y a une modalité qui, à ma connaissance, n'a pas de traduction aujourd'hui opérationnelle, mais je pense qu'elle mériterait d'être explorée, et c'est quelque chose auquel on a pas mal réfléchi avec la CET dans notre étude sur la sobriété foncière, que certains d'entre vous ont peut-être déjà découvert lors des dernières réunions de la commission aménagement de la Fédération, mais c'est la question de la mutualisation de compétences entre foncières, entre PL. Il y a certaines foncières commerce, au début de leur vie, et au moment où leur activité ne leur permet pas d'internaliser seules certaines compétences techniques, notamment celle de la gestion locative au quotidien.
qui pourraient être mutualisées entre foncières. Ça existe pour d'autres types de fonctions entre EPL. Il existe par exemple un GIE qui s'appelle Novea entre plusieurs EPL d'aménagement du quart nord-est de la France et qui regroupe des fonctions très techniques, notamment en matière environnementale, en ingénierie environnementale. Pourquoi, en matière commerciale, ne pas, au sein d'un GIE, mutualiser la fonction d'appel de loyer et de gestion quotidienne des loyers? Ça pourrait être une option pour, encore une fois, surmonter cet enjeu fort des compétences. J'ai été un peu long, mais j'arrive à la conclusion. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est que l'activité de redynamisation commerciale pour les EPL, je pense, doit être entendue vraiment le plus largement possible. Il n'y a pas qu'un enjeu de répondre au simple enjeu de redynamisation commerciale du centre-ville. On voit bien qu'aujourd'hui, Action Cœur de Ville, contrairement à son nom, se déploie au-delà du centre-ville et sur les entrées de ville. Mais plus largement que ça, l'activité commerciale a une répercussion sur d'autres aspects fondamentaux du fonctionnement de la ville. Je pense notamment aux flux logistiques et donc aux émissions de gaz à effet de serre. Je vous donne juste un chiffre tiré de l'Institut de la ville et du commerce avec qui la fédération est en train de structurer un partenariat, et un chiffre assez éloquent, c'est qu'un hypermarché moyen de province reçoit chaque année 600 000 visites de véhicules, 600 000 visites en voiture qui ont correspondu en moyenne à 20 km par trajet. Ça correspond à 1 million de litres d'essence chaque année consommés. Donc c'est pour donner une illustration du lien entre le commerce et d'autres enjeux qui ne sont pas directement commerciaux, mais qui préoccupent pleinement les équipes municipales. Et mon propos est de dire les EPL d'aménagement, les foncières de redynamisation commerciale ont tout intérêt à se saisir le plus largement possible et à développer leurs compétences en matière commerciale pour peser dans les décisions de la collectivité. Alors je ne pense pas uniquement qu'à la définition par exemple, du document d'aménagement artisanal, commercial et logistique, qui est une des composantes des SCOT, mais aussi pour être capable d'apporter de l'expertise, de l'ingénierie à la collectivité et donc des solutions et des projets sur d'autres aspects des politiques des collectivités. Merci Olivier. Je crois qu'on a peut-être, Maya, quelques questions pour rebondir sur les propos d'Olivier. Oui, alors, et puis de façon générale sur la question de la note, GIE ou GE, quel est le plus agile et le plus simple à mettre en œuvre ? Alors, Fernand Reynaud disait un certain temps. Enfin, c'est une très bonne question. Non, mais l'objet GIE, GE, alors je ne sais pas qui veut répondre à cette question, mais c'est pas tout à fait le même objet. Peut-être que Olivier, vous voulez apporter des éléments de réponse. Non, mais oui, je pense que déjà bien distinguer les deux. L'un ne se substitue pas entièrement à l'autre, puisqu'il y en a un, c'est un groupement d'employeurs, donc c'est pour essentiellement mutualiser les salariés, alors que le GIE, c'est aussi pour mutualiser des moyens logistiques, le loyer, la photocopieuse et la voiture, pour être très concret. Donc, on ne les compare pas de manière aussi frontale l'un et l'autre. Et puis, je pense que la réponse dépend beaucoup d'éléments de contexte propres à la situation de chacun, et donc je me garderais bien de faire une réponse générale. Ce qui est peut-être intéressant là, c'est ça tourne autour de la notion un peu de l'effet masse, enfin l'effet volume, c'est-à-dire qu'effectivement toutes les foncières qui ont été déployées, n'ont pas la chance d'avoir un business plan aussi ambitieux que celui présenté tout à l'heure par Nelly. Mais c'est vrai que du coup, quand on voit à la question qui vous était posée tout à l'heure, je m'adresse à Nelly qui est dans l'assistance, sur les ressources à mobiliser, on avait quoi, un ETP à 20% sur un investissement et une surface d'investissement déjà assez importante.
ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir un effet masse important pour pouvoir développer des moyens propres, d'où l'intérêt probablement de pouvoir envisager des coopérations, d'envisager ce type de logique de coopération qui permettrait utilement de monter très rapidement en compétences, voire d'avoir une politique d'achat commune dès lors qu'il s'agit d'externalisation. Enfin, voilà, c'est cette notion de masse critique plutôt. C'est un peu ça que vous mettez que vous mettez en avant à travers cette approche coopérative ou partenariale. Oui, tout à fait. Je pense que globalement, sur les foncières de redynamisation, elles en sont plutôt à leur début, même s'il y en a certaines qui ont déjà engagé de nombreuses acquisitions. L'enjeu, c'est d'avoir un développement des compétences qui soit progressif au regard de leur progression et de savoir à quel moment, raisonnablement, au regard de leur activité, elles peuvent se doter des compétences vraiment propres ou les partager, les externaliser. Et donc, c'est effectivement ça l'enjeu de la définition de la taille critique des foncières pour avoir une bonne gestion des compétences. D'accord. Peut-être d'autres questions, Maya ? Oui. Comment acquérir une vision à moyen long terme des compétences à acquérir ? Excellente question. Thaïs, vous voulez apporter des éléments de réponse ? Comment avoir une vision à moyen long terme des compétences à acquérir ? Je crois. Alors déjà, oui, effectivement, tout est dans l'excellente note que vous nous avez présentée tout à l'heure. Il y a des éléments de réponse et puis surtout peut-être, je crois qu'Olivier a commencé à structurer des éléments de réponse là-dessus. C'est la question de l'évolution vers une masse critique. Et excusez-moi, Thaïs, je me lance dans une. Non, mais c'est la question effectivement de la masse critique, effectivement probablement de phase de test ou de progression dans la gestion, c'est-à-dire qu'on teste des modèles, on commence par externaliser, on commence par s'équiper de partenaires, et puis on les teste sur petits, et puis ça marche, on essaie de développer un peu, ça marche moins bien, on se dit tiens, la structure avec laquelle on bosse ne nous convient pas trop, par contre le gars de la structure il est pas si mal, donc on peut peut-être le recruter. Non mais attendez, je pense que je sais pas, je vous prends un témoin, c'est les choses qui arrivent de temps en temps. Donc voilà, je pense on vient tester des choses. Je crois qu'Olivier a mis en avant un élément assez structurant de la philosophie d'intervention, j'allais dire historique des EPL et des SEM notamment, c'est la notion d'agilité, cette capacité à faire évoluer, à se réinterroger en permanence et à agir, j'allais dire, de manière efficiente, pragmatique, au gré du contexte. Je crois qu'il y a aussi un autre mot qu'il faut retenir de notre intervention, c'est la question de la contextualisation et de la capacité à s'adapter à cette contextualisation et à utiliser les forces historiques, ou en tout cas les atouts historiques de l'économie mixte pour justement apporter les réponses adéquates. Non, très bien. Oui, je pense à un exemple qui est dans l'affiche sur Semaville, qui justement gérait au départ à la fois les actifs commerciaux et aussi de logement, et qui en fait au fur et à mesure a vu que les actifs de logement prenaient de plus en plus d'ampleur et qui a décidé de créer une autre structure, de se structurer en fait différemment. Donc je pense que c'est impossible de prévoir au tout début de la foncière parce qu'on apprend en marchant et en fonction du contexte et de comment les objectifs avancent par rapport, parce qu'il y a souvent un décalage aussi entre ce qui est fixé et ce que la foncière est capable de réaliser. Et donc il faut vraiment voir au fur et à mesure, et en fonction aussi de l'écosystème d'acteurs locaux, comment est-ce que les partenariats se créent, comment est-ce qu'on travaille avec la collectivité. Tout ça, ça compte beaucoup aussi pour voir si on a besoin de compétences externes en plus ou pas. Je vous rejoins complètement, Thaïs. On a un exemple très intéressant d'une SEM, d'une foncière créée sous la forme de SEM, qui a défini son plan d'affaires pour acheter un certain nombre d'actifs. Premier actif qui sort, il n'était pas dans le spectre. On a mangé tous les fonds propres pour cet actif-là, et du coup, 18 mois après, on refait un nouveau plan d'affaires. Donc voilà, c'est la vie des opérations, et c'est ce qui fait aussi le sel de notre activité. Voilà. Peut-être une dernière question avant qu'on passe la parole à notre témoin du jour, Philippe. Alors, en plus, juste une petite précision, ça rebondit sur une autre question qui était est-ce que l'externalisation des compétences peut permettre de définir de nouvelles orientations qui n'avaient pas été prévues au départ ? Et donc, vous venez de dire que oui, et que
C'est effectivement une façon d'orienter, de réorienter sans arrêt la vision stratégique qu'on peut avoir de la foncière. Alors une question plus générale, vous avez évoqué Action Cœur de Ville. Est-ce qu'une foncière de redynamisation peut être adaptée aux petites villes de demain? Olivier. Oui, tout à fait. La particularité des EPL, c'est leur capacité à répondre aux enjeux de toutes les collectivités à partir du moment où elles ont un projet et elles ont une volonté dans la durée de le mettre en œuvre. Et il y a des exemples de collectivités labellisées Petites Villes de demain qui bénéficient de foncières de redynamisation commerciale. Je prends un exemple, la foncière de Normandie, par exemple, qui est une SEM et qui se mobilise en faveur notamment du maintien du dernier commerce dans certains villages et villes du territoire normand qui sont bénéficiaires du programme Action Cœur de Ville. Et donc, par exemple, elle aide alors par exemple un nouveau commerçant à s'implanter et à reprendre le local de la boulangerie, à le moderniser et donc à pratiquer une politique de loyer adaptée à un nouveau commerçant qui s'installe. C'est tout à fait le cas. Après, si la question c'est de savoir si une petite collectivité peut créer seule son outil de gestion patrimoniale des commerces, là encore, la question, enfin la réponse, et ça dépend du plan d'affaires et des ressources que la collectivité est prête à mobiliser au service de cette politique-là. Les exemples qu'on a vus à Rennes ou dans les Hauts-de-Seine montrent bien que ces politiques de redynamisation commerciale, elles mobilisent fortement les ressources de la collectivité. Donc, encore une fois, tout est une question d'échelle et de proportion entre le projet et les ressources de la collectivité. Mais si la collectivité, parce qu'elle est petite, n'a pas les moyens, il existe des solutions, des EPL qui interviennent à d'autres échelles, plus largement. Et puis, peut-être un petit mot, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure dans le cadre du quartier du Blône à Rennes, mais il existe une concession de revitalisation artisanale et commerciale qui donne peut-être une possibilité pour une collectivité d'agir sous un mode un peu différent d'une foncière sur ses locaux commerciaux dans un premier temps. Et ensuite, à l'issue du contrat, il peut être pertinent pour cette collectivité de confier la gestion des locaux qui ont fait l'objet du contrat à son outil qui aura plus de facilité à intervenir parce que les investissements auront été portés financièrement autrement dans le contrat. Je rentre un peu dans des détails techniques, mais on peut en parler plus en détail s'il faut. Et puis de toute façon, Isabelle l'a dit, le 26 septembre, je crois, ce sera l'objet de l'atelier des foncières, ce contrat. Mais voilà, s'il n'y a pas la possibilité de structurer tout de suite une foncière sur un territoire petite ville de demain, il y a d'autres façons d'intervenir dans tous les cas pour répondre aux enjeux de commerce de ce territoire-là. Merci Olivier, c'est extrêmement intéressant parce que effectivement pendant longtemps les petites villes se sont crues exclues de tous les dispositifs finalement d'urbanisme opérationnel et là à travers Petites Villes de demain on voit des concessions d'aménagement, des concessions, puisque c'était le contrat que tu évoquais à l'instant, on voit ce type de contrat qu'on ne voyait pas habituellement, qui apparaissent, donc avec une vraie volonté d'aller à l'opérationnalité et d'aller, j'allais dire, de sortir d'un cadre qui serait un cadre plus ponctuel d'intervention bâtiment par bâtiment. Donc effectivement, pour compléter ta réponse, l'intervention d'un outil de portage en complémentarité, voire en substitution à une opération est tout à fait envisageable dès lors effectivement que ça s'inscrit dans une logique avec un modèle économique suffisamment solide et donc on revient aussi à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la question de la taille critique, la question de l'adéquation des ressources, etc., etc. Voilà. Mais en tout cas rien n'est exclu à ce stade et tout est envisageable. Je propose peut-être au bénéfice du temps qu'on
qu'on puisse, j'allais dire, là, on avait un propos un peu générique et qu'on rentre un peu dans un exemple tout à fait concret. Et je remercie Philippe pour sa présence aujourd'hui à nos côtés. Philippe qui va nous présenter un peu l'intervention, en tout cas les réflexions qui sont actuellement menées par la CERM autour de l'intervention sur le cœur de ville. Bien, bonjour à tous. Voilà, je suis Philippe Bagnouls, je suis directeur du territoire Grand Cœur Centre à la CERM SA3M, donc la société d'aménagement ou les sociétés d'aménagement de la ville et de la métropole de Montpellier, qui aujourd'hui est constituée par le groupe Altemed. Alors déjà, je voulais remercier la Banque des Territoires de nous permettre de participer à cet échange et puis de pouvoir partager le retour d'expérience. Alors, pour nous, ça va être plus sur le sujet foncière, plus un partage des questions qu'on se pose aujourd'hui dans le cadre de la création de foncières, d'une foncière qui viendrait prendre le relais de l'action qui a été menée au travers d'une concession d'aménagement, qui est la concession d'aménagement Grand Cœur et Nouveau Grand Cœur, deux concessions d'aménagement, j'y reviendrai tout à l'heure, à travers laquelle on intervient sur le centre-ville de Montpellier. Peut-être deux mots avant de rentrer dans le sujet sur la présentation du groupe Altemed. Le groupe Altemed aujourd'hui, il est constitué de trois principales sociétés. La CERM, la société d'équipement de la région de Montpellier, qui est la société économique historique de la ville de Montpellier et de sa métropole. La SA3M, la société d'aménagement de la métropole, qui est une société publique locale. Et puis, depuis quelque temps, donc on est venu se greffer à ce groupe, cette entité, ACM, qui est le premier bailleur, le bailleur social de la métropole. Et tout ça qui permet de regrouper trois compétences essentielles de l'aménagement. Alors, c'est la compétence aménagement, mais c'est aussi la compétence énergie au travers de la CERM, par lequel on a un service énergie qui développe tout un réseau de chaleur, qui développe et exploite un réseau de chaleur à la fois sur les constructions existantes, mais aussi qui accompagne les opérations d'aménagement nouvelles et de renouvellement urbain. Et puis la compétence de bailleur social. Du coup, voilà, c'est le nouveau groupe Altemed qui a été créé au travers d'une société anonyme de coordination qui vient regrouper l'ensemble de ces trois sociétés, de ces trois entités qui continuent à exister et qui permettent de travailler ensemble sur ces trois grands domaines d'activité. C'était la volonté du maire président Mickaël Delafosse, qui est à la fois également président de la CERM et de la SA3M, d'intégrer ces compétences au travers de ce nouveau groupe. Alors, à travers l'organisation de ce nouveau groupe, on a trois directions opérationnelles, donc la partie logement social, la partie énergie, et puis la partie aménagement. Donc c'est la direction de l'aménagement, de la construction et du renouvellement urbain. Et puis je voulais vous présenter cette cartographie pour vous indiquer le territoire sur lequel, dans lequel j'interviens et je pilote. C'est le territoire Grand Cœur Centre, au travers du centre ancien de la ville de Montpellier. On a trois grands domaines d'activité. Un premier qui est assez récent, ou en tout cas qui est monté en puissance, c'est l'intervention sur les espaces publics, parce que la ville et la métropole Montpellier a une volonté d'investir très fortement sur les espaces publics, et donc nous a confié des mandats de travaux d'espaces publics majeurs sur le centre-ville. On intervient sur, pour ceux qui connaissent Montpellier, l'Esplanade et la Comédie, la place de la Comédie, qui est la place centrale, où il y a un projet de 50 millions d'euros d'investissement, et donc que l'on mène aujourd'hui avec une échéance de livraison fin 2025, donc ça n'étonnera personne. On intervient sur la place des Arceaux, sur la rue Foch, sur Rondelet. Je dis tout ça parce que ça rejoint après l'intervention globale que l'on doit avoir sur le centre-ville. C'est déjà une intervention majeure sur les espaces publics qui va permettre d'accompagner tout le travail qu'on fait sur les commerces. Donc ça, c'est le premier volet. On a un deuxième volet de domaine d'activité qui est donc la réalisation d'opérations d'aménagement, de renouvellement urbain, dont l'opération de la cité créative, j'y reviendrai aussi, qui vise à être un pôle autour des industries culturelles et créatives. Et puis un troisième domaine d'activité qui est donc
une intervention historique de Grand Cœur, qui est l'intervention sur le centre ancien à la fois sur le bâti, donc avec une animation au travers d'une OPA, mais aussi la mise en place de déclarations d'utilité publique pour intervenir sur les immeubles les plus dégradés, et puis une action sur les commerces, à la fois sur la maîtrise des locaux commerciaux, on y reviendra tout à l'heure, mais également par la délégation du droit de préemption sur les fonds de commerce. La ville nous a délégué donc ce droit de préemption qui permet aussi d'avoir une action ciblée sur certains fonds de commerce et directement au travers de son opérateur. On va peut-être passer à la diapositive suivante. Donc, c'est une cartographie qui permet de superposer les différents périmètres où donc on a deux concessions d'aménagement, périmètre en rouge et bleu. Donc, c'est une première concession d'aménagement qui est une opération ancienne qui a été confiée à la SERM et qui a une vingtaine d'années et qui arrive en bout de course. Aujourd'hui, et avec tout un travail à la fois sur le bâti qui a permis de remettre en commercialisation, en réhabilitation à peu près 2000 logements sur le centre-ville de Montpellier, et puis également sur les rez-de-chaussée commerciaux où on est intervenu à peu près sur près de 200 rez-de-chaussée commerciaux, donc c'est une opération qui se termine à la fin de l'année, normalement fin 2023. Et puis une autre opération d'aménagement qui a un périmètre un petit peu plus large sur laquelle intervient la SA3M et qui elle se termine en 2027 et sur lequel donc aussi également on intervient sur le centre ancien et également sur des opérations d'aménagement et qui permet dans la mesure où on intervient dans le cadre d'une EPL de pouvoir faire évoluer le contrat de concession au gré des volontés et des volontés publiques et politiques. Peut-être je vais passer sur la prochaine. Donc je vais axer du coup l'intervention sur la question des commerces dans le cadre de la concession Grand Cœur CERN. Donc une des actions sur le commerce, c'était d'étendre le parcours marchand qui existe aujourd'hui dans le centre ancien, de l'étendre à un boulevard qui s'appelle le boulevard du Jeu de Paume pour ceux qui connaissent Montpellier, qui a été complètement restructuré à travers la création de la première ligne de tramway. Et donc très rapidement, la ville de Montpellier a souhaité donc accompagner cette intervention sur les espaces publics et sur les transports par une action sur les commerces et donc a demandé à la SERM au travers de la concession d'intervenir sur ce boulevard-là pour à la fois travailler sur la programmation commerciale, mais également de travailler sur le parcours marchand avec une logique un peu plus globale qu'uniquement l'intervention sur les commerces. Ça a été de travailler sur des grands équipements. On a réalisé dans le cadre de la concession Grand Cœur les SAC, par exemple, qui se trouve le point bleu sur la cartographie. On est intervenu au travers de la ZAC Nouveau-Saint-Roch, qui est une opération de renouvellement urbain autour de la gare du centre-ville de Montpellier. Donc tout un renouvellement d'un ancien site ferroviaire avec la création d'un site hôtelier, d'un grand parking d'échange autour de la gare, toute une programmation commerciale en lien avec la programmation commerciale sur le Jeu de Paume, et puis également sur la rue du Faubourg du Coureau, donc deux axes principaux sur lesquels on est intervenu dans le cadre de Grand Cœur et Nouveau Grand Cœur, le boulevard du Jeu de Paume et puis la rue du Faubourg du Coureau. Ça a été un travail qui a été mené depuis 2013. Et qui aujourd'hui nous a permis dans le cadre de la concession d'aménagement d'avoir en portefeuille à peu près 50 locaux commerciaux. Alors 50 locaux commerciaux, mais dans les 50 on a à peu près un peu moins de 20 qui étaient dédiés à l'artisanat et puis à peu près une trentaine qui sont dédiés au commerce.
Alors aujourd'hui, la question, il y a une transformation complète de ces deux rues, le boulevard du Jeu de Pommes et la rue du Faubourg du Coureau, avec des enseignes qui sont installées. Alors des enseignes un peu majeures de type Nespresso ou autre, et puis aussi tout un travail qui a été fait avec des commerçants indépendants tournés vers la mode plutôt dédiés aux jeunes actifs et qui aujourd'hui créent l'image de ce boulevard. Voilà. Alors c'est pas sans difficulté avec à la fois les crises sanitaires qu'on a connues, les manifestations pas plus tard que la semaine dernière, et que connaissent les commerçants sur ce boulevard. Mais en tout cas, c'est vraiment une transformation de ce visage de ces deux rues, Jeu de Pommes et la rue du Faubourg du Coureau. Alors tout ce travail s'est fait à travers les concessions dont vous êtes titulaire, que ce soit à travers la SEM ou la SPL. Et donc le questionnement de demain, enfin d'aujourd'hui et pour demain, quid à la fin de ces contrats? Et vous avez évoqué 200 commerces dans la concession SERM, 50 commerces dans la concession SPL, 250 commerces. Est-ce que tout bascule dans la foncière? Aujourd'hui, le travail, il y a à peu près 50 commerces, je le disais, dans la concession Grand Cœur, et on est en train de travailler justement sur le transfert de ces locaux commerciaux vers une foncière. L'idée étant de pouvoir capitaliser sur tout ce qui a été fait et de pouvoir pérenniser tout le travail qui a pu être effectué. Alors il y a eu un premier travail qui a été fait sur ces axes stratégiques pour cibler les commerces qui seraient transférés à cette foncière, des locaux commerciaux qui ont déjà une rentabilité qui existe, qui est avec des rentabilités tout à fait acceptables en tout cas, et qui permettent d'avoir une réelle réalité économique. Ce premier travail-là, en fait, ça représente à peu près une trentaine de locaux commerciaux, donc sur les axes principaux que sont le boulevard Jeu de Pommes et la rue du Faubourg du Coureau. Et dans le cadre de la travail de réflexion de la mise en place de cette foncière, ça n'est qu'une brique ou qu'un élément par rapport aux actifs qui seraient versés dans le cadre de cette foncière. Donc au sein du groupe Altemed, le travail qui a été fait était d'identifier les actifs qui pouvaient être au regard de tout le portefeuille que peut avoir la SERM aujourd'hui, la SA3e dans le cadre de ces opérations d'aménagement, quels étaient les actifs qui pouvaient être transférés à cette foncière. Donc on a des locaux commerciaux qui se trouvent sur une opération qui s'appelle Aude à la mer. On a des bureaux que l'on est en train de réaliser dans le cadre des opérations d'aménagement directement sous maîtrise d'ouvrage SERM, dédiés aux industries culturelles et créatives. À peu près 10 mètres carrés de surface de bureaux qui seraient également versés dans cette foncière. On a également le rachat de locaux commerciaux sur la ZAC Port-Marianne, pour ceux qui connaissent également Montpellier, où dans le cadre de la concession d'aménagement, ça rejoint tout à l'heure un peu l'expérience qui a été présentée tout à l'heure, dans le cadre de la concession d'aménagement, on cède des lots à des promoteurs, et dans le cadre de la commercialisation de ces lots, on prévoit dès la consultation promoteur le rachat des coques avec un prix donné, ce qui permet de porter dans le cadre de la concession d'aménagement l'ensemble des coques commerciales sur l'avenue principale et centrale qui est l'avenue Raymond Dugrand, de pouvoir installer des locataires, et puis ensuite de pouvoir les reverser à cette foncière. Donc il y a aussi cet élément-là, et puis on réfléchit même aussi dans le cadre de cette foncière à intégrer également le futur siège du groupe Altemed. Donc tout ça, ça représente à peu près entre 100 et 120 millions d'euros d'actifs, et la partie commerce du centre-ville représente à peu près 13 millions d'euros. Donc voilà, ça n'est qu'une partie des actifs de cette future foncière qui est en train d'être montée. Aujourd'hui, on en est en phase d'étude d'opportunité, pour pouvoir décider de quel type des différents types d'actifs qui seront versés à cette foncière. La réflexion que l'on mène aujourd'hui, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a à peu près une trentaine de locaux commerciaux qui sont identifiés, qui étaient ciblés sur ces deux axes stratégiques.
En parallèle, la ville de Montpellier a lancé une étude commerciale qui est menée par le cabinet Lestou et qui a identifié, on est en phase de diagnostic et très vite on va arriver sur des phases de stratégie, et la question qui se pose, c'est comment la foncière à la fois va porter les commerces à transférer qui sont aujourd'hui portés par la concession d'aménagement, mais également comment elle va également répondre à ces enjeux de stratégie qui vont être définis. Dans ce cadre-là, on est en train d'aller chercher peut-être d'autres types de locaux commerciaux sur lesquels on n'avait peut-être pas pensé à les verser dans le cadre de la foncière, mais qui permettrait de répondre à ces enjeux de commerce qui ont été identifiés sur le centre-ville. Par exemple, aujourd'hui, l'étude commerciale de Lestou montre que sur le centre-ville de Montpellier, on a une majorité d'activités liées à des bars-restauration, qui monte de plus en plus, et qui prend une proportion de plus en plus importante. A contrario, donc ça surprendra personne, on a une part de commerce de bouche, de type boucherie, épicerie, boulanger, etc., qui diminue. Peut-être qu'il faut aller chercher dans le cadre de cette foncière des locaux commerciaux qui ont peut-être une rentabilité moins importante, mais qui seront compensés par, en tout cas les locaux qui avaient été identifiés, qui ont une rentabilité plutôt bonne, et qui vont permettre de répondre à cette action publique qui est souhaitée au travers des enjeux de commerce qui ont été ciblés sur le centre-ville. Donc un jeu de péréquation avec la foncière comme outil de régulation un peu. Exactement, ouais. C'est dans l'esprit dans lequel on travaille. C'est évidemment d'avoir des actifs avec une rentabilité économique qui est indispensable pour que la pérennité de cette foncière, mais également de trouver une part avec un pourcentage à définir de locaux qui ont peut-être une rentabilité moins importante, mais qui vont permettre de répondre à ces enjeux-là qui ont été définis dans le cadre de cette étude stratégique. Et je crois même, quand on avait échangé autour de cet exemple, vous évoquiez aussi la capacité de venir tester des concepts à travers des occupations transitoires, des occupations temporaires. Exactement, c'est ce qu'on fait déjà au travers de la concession d'aménagement, puisqu'on a très peu de vacances à la fois sur le centre-ville de Montpellier, parce qu'on a à peu près plus de 5% de vacances, quand la moyenne nationale est autour de 10%, je crois, donc on a finalement très peu de vacances. Dans notre portefeuille également, on a très peu de vacances. Quand on a de la vacance, c'est parce que c'est des locaux qui ont été achetés, mais qui ont des problématiques juridiques ou techniques qu'on doit résoudre avant de pouvoir les mettre en location. Et quand on a quelques locaux vacants, on travaille évidemment sur des occupations temporaires qui sont portées par la concession d'aménagement aujourd'hui, mais qui pourront être portés par la foncière plus tard, dans le cadre d'opérations transitoires, le temps de pouvoir les louer ou les relouer. Voilà, donc ça c'est évidemment un travail, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des locaux commerciaux vides sur un secteur, et notamment sur un secteur du centre-ville. Très bien, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est très clair. Peut-être au bénéfice du temps, je vois qu'on se rapproche, et les compétences, évidemment. Pardon. Et les compétences, Philippe? Sur les compétences, on a la chance à la CERM d'avoir, en tout cas sur l'équipe qui travaille sur le centre-ville, on avait un chargé de mission commerce qui intervenait directement sur ces sujets-là, évidemment, accompagné d'une équipe de fonciers. Donc on a tout un service foncier à la CERM aujourd'hui. Le groupe Altevet, c'est 500 personnes. À la CERM, la partie CERM, c'est 150 personnes. Donc voilà, on a le volume qui permet d'avoir des services de type foncier avec une capacité en interne de pouvoir intervenir à la fois donc sur les questions foncières, sur les questions juridiques, sur les questions de commerce, sur les questions de gestion aussi immobilière. Donc on a déjà cette compétence-là. Et quand on travaille sur la question de la foncière, c'est savoir comment on va pouvoir
au fur et à mesure qu'on va transmettre les actifs qu'il va falloir gérer, c'est de voir comment on fait évoluer les compétences et transférer les compétences éventuellement à cette foncière. Parce que la partie bailleur social gère déjà, j'imagine, des actifs logements sociaux avec des rez-de-chaussée commerciaux. Oui, et puis même historiquement à la SEM, on a déjà un pôle immobilier d'entreprise qui a un volet gestion. On gère un certain nombre de bureaux, de pépinières d'entreprises, et donc on a déjà cette capacité-là et cette compétence qui existe. Alors je sais que c'est pas forcément le cas sur toutes les structures, mais la réflexion aujourd'hui pour nous, elle est de dire comment on va pouvoir faire cette transition entre l'intervention que l'on a au travers des concessions d'aménagement et puis derrière comment se faire le transfert de compétences via cette foncière. Et toujours peut-être juste pour prolonger la question des compétences, la question des critères d'arbitrage sur le choix de retenir tel ou tel actif. Est-ce que vous avez déjà, j'allais dire, là c'est pour le coup c'est le cabinet Lestou qui vous accompagne là-dedans, ou c'est vous qui vous forgez votre propre doctrine interne? Est-ce qu'il y a une cohérence de lieu? Est-ce qu'il y a une cohérence thématique? Comment vous appréhendez cette question? Alors sur la partie commerce, en tout cas le premier axe a été de travailler sur les deux rues principales qui sont le boulevard du Jeu de Paume et la rue du Faubourg du Couros. Ça c'est sûr, pour pouvoir pérenniser toute la transformation qui a pu être réalisée. Et ensuite c'est effectivement l'étude qui est en cours, qui n'est pas encore finalisée, qui va nous aider à pouvoir faire des choix qui vont permettre d'accompagner et de pouvoir répondre aux enjeux qui auront été définis dans le cadre de cette stratégie commerciale qui va être portée par la collectivité. Et la question, ça va être de savoir dans quelle mesure on va pouvoir y aller au regard de l'équation économique qui va être définie dans le cadre de la foncière qui va être créée. Voilà. Mais c'est vraiment cet enjeu-là. C'est à la fois d'avoir une réalité économique au travers du portefeuille d'actifs, mais également de pouvoir se réserver une partie des actifs qui vont permettre de répondre à ces enjeux. Maintenant, dans quelle proportion, en fait, je dirais presque, la réflexion est devant nous et dans les prochains mois en tout cas. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être il nous reste encore quelques minutes, je crois, pour prendre peut-être une ou deux questions et avant de conclure. Oui, alors par exemple, comment sont acquis les actifs commerciaux, préemption en majorité? Alors, pour la question en tout cas pour le boulevard du Jeu de Paume, ça a été en majorité à l'amiable. Il y a eu quelques préemptions. Je crois qu'on avait une quinzaine de locaux commerciaux. Il y en a eu peut-être 2 ou 3 qui ont été réalisés au travers d'une préemption, mais ça a été une action qui a été faite en quasi-totalité à l'amiable. Voilà, mais on a plusieurs outils dans tous les cas. Alors ça c'est pour la partie boulevard du Jeu de Paume. Par contre, il y a eu des actions qui sont allées jusqu'à l'expropriation en intervenant sur l'immeuble entier. C'est à l'amiable, mais dans un schéma global d'une ambition urbaine portée par un aménageur qui se voit confier un projet d'envergure et avec probablement l'outil DUP. C'est indispensable, on en parlait tout à l'heure. Donc il faut en fait avoir un panel d'outils qui vont permettre d'intervenir de façon à pouvoir aller jusqu'à la phase d'expropriation s'il faut y aller. Sinon, on se retrouve en fait à pouvoir intervenir que sur entre guillemets les interventions faciles, et puis après derrière les sujets plus difficiles, ou en tout cas les points durs, on n'arrive jamais à les sortir. Justement, comment gérez-vous les préemptions de fonds de commerce ou de droit au bail? Alors ça, c'est une vraie question et un vrai sujet. Alors, c'est plus un outil qui peut avoir plusieurs aspects. Le premier, ça permet d'avoir une vision de ce qui se passe sur les transactions. Donc ça, c'est un premier élément, de pouvoir en tout cas être destinataire de l'ensemble des transactions en tout cas sur le périmètre de préemption. Ça permet, et c'est surtout un outil dissuasif,
qui permet aussi d'intervenir sur des sujets un peu particuliers, sur des activités sur lesquelles on a besoin on se dit là c'est nécessaire, c'est d'y aller parce que l'activité qui est aujourd'hui en place ou alors qui est à venir ne correspond pas à ce qui est souhaité. Et là on intervient, mais on intervient en dernier recours. On sait que la préemption sur les fonds de commerce, c'est quelque chose qui dans tous les cas coûte, déficitaire, mais c'est aussi, ça fait partie des outils qui permettent d'intervenir en dernier recours. Ouais, c'est des garde-fous qui vous donnent la sécurité, qui permettent de contrôler l'évolution exactement. des activités qui seront développées dans les rez-de-chaussée commerciaux. Exactement. Une dernière question peut-être je vois qu'on est... Je ne pense pas, non. Je pense qu'on a plus écoutez, le temps. on va s'arrêter là. Et écoutez, merci beaucoup au Hub des Territoires et à la Banque des Territoires pour l'accueil, la qualité de l'accueil. Et je laisse les mots de conclusion à Isabelle. Merci beaucoup. Effectivement, il me revient le plaisir de conclure ce 9e atelier. De nouveau, des chaleureux remerciements à chacun des intervenants de cette table ronde, de la première table ronde, mais aussi à tous ceux qui ont aidé à préparer cet atelier, à l'équipe du Hub des Territoires, toujours très pro, et c'est un plaisir de travailler avec eux, et puis à vous, chacun d'entre vous qui a fidèlement participé à nos travaux. Vous retrouverez le replay, donc tous ceux qui s'étaient inscrits, les 250 personnes, recevront le lien vers le replay. Et sinon, le replay est disponible sur les pages du Hub des Territoires, à disposition comme celui des 8 premières séquences. Le réseau national des foncières de redynamisation, ce n'est pas que des ateliers, ce sont aussi beaucoup de ressources qui sont partagées, qui sont mises à disposition sur la plateforme de la Banque des Territoires. Vous y retrouverez la note qu'a présentée Thaïs tout à l'heure, qui est assez détaillée, qui fait plus d'une dizaine de pages, mais de nombreux autres documents comme des modèles de cahier des charges pour lancer une étude de faisabilité en vue de constituer sa foncière de redynamisation, des notes sur la structuration des foncières, beaucoup de fiches de retour d'expérience détaillées qui sont chacune de l'ordre entre 10 et 15 pages. Donc ça permet de pouvoir rentrer dans le détail, pas être simplement dans la surface. Donc si vraiment vous voulez en savoir plus sur les foncières de redynamisation, pensez à ces ressources qui sont à votre disposition, qui sont gratuites et qui sont partagées par la Fédération des EPL et la Banque des Territoires avec l'appui de l'ACET qui souvent aide à produire l'ensemble de ces documents. Prochain rendez-vous, je le disais tout à l'heure en introduction, ce sera le 26 septembre prochain, où on aura une séquence dédiée au crack. Sans attendre la date du 7 juin prochain sur la coopération internationale et le rôle de l'économie mixte, et celle du 22 sur la santé et l'économie mixte, et notamment la lutte contre les déserts médicaux et quelles solutions côté économie mixte ont pu être déployées dans les territoires. À très bientôt. Merci encore de votre fidélité et un grand merci à tous pour votre participation.